Alex Pereira s'est plaint. C'est un sujet délicat, mais on a l'impression que chaque fois que Cyril gagne combat, on finit par parler de coups illégaux ou de fautes après coup. Je ne dis pas que c'est un combattant sale, mais est-ce que vous pensez que lors de son prochain combat, l'arbitre devra être particulièrement vigilant et sanctionner immédiatement le moindre écart? Je pense que, peu importe le combat, l'arbitre doit surveiller tout ce qui se passe. Et je le répète souvent, aucun arbitrage n'est parfait. Que ce soit en NBA, en NFL ou dans les sports de combat, il y aura toujours des erreurs. Ça ne sera jamais parfait. Vous ne pensez donc pas qu'il y a un problème particulier avec Cyril Gane? C'est juste que ce sport est chaotique. Je pense aussi que si vous regardez le combat, il est indéniable qu'Alex a reçu certains coups à l'arrière de la tête. Mais au milieu de l'action, quand tout va très vite, que les combattants roulent au sol et cherchent à se dégager, certaines fautes peuvent arriver. Peut-être que Herb Dean aurait dû intervenir et dire « attention à l'arrière de la tête » ou lui adresser un avertissement. Peut-être. Je ne sais pas. Mais je peux vous dire une chose. Alex Pereira n'est pas quelqu'un qui se plaint. Ce n'est pas un pleurnichard. Ce n'est pas le genre à chercher des excuses après un combat. Donc, s'il en parle, je suis obligé de croire qu'il pense sincèrement que c'est arrivé et qu'il estime que c'était réel. Avez-vous déjà contacté Tom Aspinall pour éventuellement organiser un combat contre Cyril Gane? Je ne vais pas parler de ce genre de choses. Par contre, je vais vous raconter quelque chose de drôle. Aji vient juste de signer avec la CIA pour le sponsoring et tout le reste. Et Eddie Hearn, c'est quoi exactement son boulot maintenant? Aspinall signe avec Eddie Hearn, ce qui est complètement dingue. Anthony Joshua, qui est avec lui depuis toujours et qui est probablement son meilleur ami, signe avec la CIA. Je viens aussi de voir Turki Al-Sheikh dire qu'il voulait réunir tout le monde autour d'un sommet de réconciliation. Écoutez, l'une des principales raisons pour lesquelles je me suis impliqué dans la boxe, c'est parce que je l'ai rencontré et que je l'ai apprécié. Il a réussi à accomplir de très grandes choses dans la boxe. Mais ça, c'est son plus grand défi jusqu'à présent. Ça, je vous le garantis. Question. Pour revenir sur Alex Pereira et Herb Dean, il y a aussi une controverse ce soir lors du combat d'Andre Fili. Quand Andre est sorti de la cage, Herb Dean lui montrait apparemment le ralenti. Avez-vous vu ça? Non, je n'ai pas vu ça. Herb Dean a également répondu très rapidement aux critiques d'Alex Pereira concernant les coups derrière la tête. Avez-vous vu la vidéo qu'il a publiée? Oui. Qu'en avez-vous pensé? Honnêtement, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. C'est quelque chose qui devra régler avec la commission. Ce n'est pas mon domaine. Comme je l'ai déjà dit, Alex Pereira n'est pas un pleurnichard. Ce gars ne se plaint jamais de rien. Donc s'il est aussi sérieux à ce sujet, c'est qu'il est réellement contrarié et qu'il est convaincu que ce qu'il dit est vrai. Parmi les points négatifs de la soirée, il y a évidemment eu l'affaire Josh Hawkins, qui a fait beaucoup parler dans les médias grand public. Oui. Regrettez-vous de l'avoir laissé participer à cette carte après ses déclarations? Non, écoutez. Il y aura toujours des gens qui diront des choses avec lesquelles la majorité d'entre nous ne sommes pas d'accord. Le moment, l'endroit, le contexte. Bordel. J'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois. J'ai voté pour Obama lors de sa première élection. Je n'ai pas voté pour lui la deuxième fois. Puis, lors de son investiture, il était assis juste devant moi. Et ensuite, j'ai vu tout un tas de conneries sur Internet où les gens disaient « Dana déteste Obama » ou d'autres absurdités du genre. Pourtant, Obama a été le seul à se retourner vers moi. Il m'a félicité pour mon succès et pour tout ce que j'avais accompli. Je lui ai répondu « Merci, Monsieur le Président ». Tous ceux qui détestaient Trump disaient « C'est pas mon président ». Tous ceux qui détestaient Biden disaient « C'est pas mon président ». Eh bien, j'ai une putain de mauvaise nouvelle pour vous. Si vous êtes américain, c'est votre président. Je respecte tous les présidents, passés comme présents. Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Pion, je suis curieux, parce qu'on ne vous entend presque jamais dire que quelque chose est impossible. Du coup, est-ce qu'il y a déjà un nouveau projet que vous avez en tête pour l'avenir? Vous avez organisé Noche à la Sphère, puis vous avez fait un événement à la Maison-Blanche.
Qu'est-ce qui se prépare ensuite dans votre esprit? Ce genre de choses arrive généralement de façon assez naturelle. Pour la Sphere, par exemple, Tom Brady m'a appelé et m'a dit « Hey, tu veux venir voir un concert de U2 avec moi ?» J'ai répondu « Oui, on y est allé. » Et à peu près à la moitié du concert, je me suis dit « La véritable star du spectacle, c'est cette Sphere. » Et là, je me suis dit « Il faut absolument que j'organise un combat ici. » C'est comme ça que l'idée est née. Puis un soir, lors d'un événement, le président s'est penché vers moi et m'a dit « On devrait organiser un combat à la Maison-Blanche. » J'ai répondu « Oui, monsieur le président, on devrait. » Et c'est comme ça que cette idée a vu le jour. Ce qui m'enthousiasme aujourd'hui, c'est que je pense que des salles comme l'Intuit Dome à Los Angeles vont ouvrir la voie à une nouvelle génération d'arènes. Je crois que toutes ces infrastructures vont devenir de plus en plus performantes grâce à la technologie et offrir une expérience sur place toujours meilleure. Pas seulement pour ce que nous faisons à l'UFC, mais aussi pour les matchs de basket et tous les autres événements accueillis dans ces salles. Moi, je suis constamment à la recherche de la meilleure expérience possible, que ce soit pour les spectateurs présents dans l'arène ou pour ceux qui regardent à la télévision. Et si quelque chose me frappe à nouveau comme la Sphere l'a fait, alors on le fera. Je discutais justement avec Michael Bisping, Daniel Cormier, Laura Sanko et toute mon équipe cette semaine. On s'est tous dit la même chose. Si vous n'étiez pas présent en direct à cet événement, c'est très difficile d'expliquer ce qu'on a vécu. Il y a un gars qui s'appelle Gary Brecka. Il est venu me voir il y a 2 jours pour me passer un savon, parce que son garçon vitrine ne se porte plus très bien ces derniers temps. Il est donc venu me remettre les idées en place. Et il me racontait que ce soir-là, quand les gens ont commencé à sortir dans les rues depuis l'Ellipse et les alentours de la Maison-Blanche, ils se serraient dans les bras, se tapaient dans les mains, célébraient ensemble. Il disait qu'il y avait une ambiance incroyable, quelque chose de presque irréel. Quand on voit certaines autres manifestations sportives et que les foules envahissent les rues après l'événement, les gens ne se font généralement pas des câlins. Ils sont souvent en train de détruire leur ville ou de se casser la gueule les uns les autres. Je ne sais même pas si on pourra un jour recréer une telle atmosphère. C'était un événement absolument unique. Rien qu'en le regardant à la télévision, j'imagine que ça devait vous rendre fier d'être américain. Justement, comment ça fait de revenir ici à l'Apex après avoir organisé un événement aussi gigantesque que Freedom 250? Est-ce que l'ambiance vous paraît trop calme? Vous appréciez ce retour au calme ou le chaos vous manque déjà? Ce genre d'événement est épuisant physiquement, mentalement et émotionnellement pour toute l'équipe. C'est génial d'avoir un week-end de 3 jours, mais la réalité, c'est que tout le monde est ici en train de travailler. Je pense que toute mon équipe est prête à souffler un peu. C'est notre version du repos à l'UFC. Mais même ce repos ne dure pas longtemps. Comme vous l'avez dit, on part maintenant pour Bakou. J'ai déjà un groupe qui est en train de s'envoler là-bas. Ensuite, on enchaîne directement avec l'International Fight Week. Concernant le nouveau système de classement, vous avez dit que les classements établis par des humains continueront d'exister. Alors, quand il s'agira de déterminer les affrontements et la hiérarchie des combattants, qu'est-ce qui comptera le plus? Je pense qu'il faut prendre tout cela en considération. L'IA aura sa propre opinion sur ce que devraient être les classements. Les médias auront leur opinion. Vous aurez votre opinion, elle aura la sienne. Tout le monde aura son avis. Au bout du compte, notre travail dans ce business, c'est d'organiser les combats que les gens ont envie de voir. Bien sûr, il faut des classements. Sinon, ce serait le bordel total. Chacun ferait ce qu'il veut. Et l'une des choses que j'adore dans ce sport, c'est qu'il n'y a pas d'organisme de sanction qui vienne dire « Toi, tu dois obligatoirement affronter lui ». Les vrais arbitres, ce sont les fans. Et c'est comme ça que ça devrait être. Ce sont les supporters qui déterminent quel combat mérite d'avoir lieu. Dernière question pour moi. Une autre chose qui a retenu mon attention concerne Conor McGregor. Tout le monde attend son retour avec impatience. Il a parlé d'un premier combat en juillet, puis d'un deuxième en avril 2027. Il semblait se demander pourquoi ces dates avaient été choisies. Il a dit qu'il allait avoir 2 combats. Évidemment, il y a celui de juillet dont on est déjà au courant, puis un autre en avril 2027. Il se demandait simplement pourquoi. Franchement, je n'en sais rien. Déjà, passons le premier combat, puis on verra pour le suivant. Parler d'un deuxième combat, alors que le premier n'a même pas encore eu lieu, ça me fait penser aux mecs sur Internet qui disent « Cette carte est nulle ce week-end ».
Comment bordel tu peux savoir que cette carte est nulle avant même qu'elle ait eu lieu? J'ai encore une dernière question. Vous parliez tout à l'heure de la musique lors de l'événement à la Maison-Blanche et du fait que vous vouliez créer une playlist. Est-ce qu'elle sera disponible sur Spotify et ce genre de plateforme? Pour l'instant, c'est juste une idée. Maintenant, il faut la transformer en réalité. Et honnêtement, je ne sais même pas comment tout ça fonctionne. Ce soir-là, le président s'est penché vers moi et m'a dit « Ce groupe est incroyable, non ?» Je lui ai répondu « Oui, ils sont incroyables. » Et il m'a dit « Je vais leur donner un bonus de performance de la soirée. » Alors je l'ai contacté et je lui ai dit « Je vais égaler ce bonus. » Et là, putain, j'ai eu les avocats de la Maison-Blanche qui m'ont appelé en me disant « Wow, wow. Vous savez, ça doit être fait d'une certaine manière. » Et tout est devenu beaucoup plus compliqué. J'ai répondu « Oui, oui, je comprends. Je dis simplement que, peu importe le montant du bonus que le président veut donner au groupe, je le doublerai de ma poche. Donc pour l'instant, ce n'est qu'une idée. Je ne sais pas à quel point ce sera compliqué à mettre en place, mais c'est une excellente idée. Et si on peut le faire, ce sera évidemment formidable pour le groupe. Et puis la chanteuse principale de ce groupe est incroyable.